Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle manip à la maison. Alors aujourd'hui on va mettre en place des expériences visant à montrer ce qui se passe lorsqu'on met un acide en contact d'un métal. C'est au programme de classe de 3e. Alors on peut faire ça avec des choses que l'on trouve facilement, donc il me faut des métaux classiques, papier alu, de la paille de fer ou laine d'acier, l'acide chlorhydrique que je trouve en magasin de bricolage, et pour les tests de fin d'expérience, de la soude sous forme ici de l'essuie de soude. Alors je précise tout de suite, s'il vous prend l'envie de refaire ces manips à la maison, c'est clairement avec les conditions de sécurité qui s'imposent. Donc si possible avec l'accord de vos parents, c'est mieux. Et ensuite, vous allez le voir, moi j'ai mis des lunettes, les gants. Je porte une blouse histoire de déjà pas me salir et me protéger un petit peu la peau. Les manipulations, je les fais ici dans une bassine. Je suis sous ma hotte de cuisine que je peux allumer pour aspirer les éventuelles vapeurs. Et j'ai pas loin des cruches d'eau de secours. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les cruches d'eau. Voilà. Bien, alors avant d'attaquer directement les manips avec les métaux, comme j'ai une base et un acide, je vais revenir sur un truc qu'on a vu la dernière fois, à savoir les mélanges, les réactions acide-base, et on avait dit clairement qu'il ne fallait pas mélanger une base avec un acide. Bon, et bien aujourd'hui, avec toutes les précautions qui vont avec, on va faire ce qu'on n'a normalement pas le droit de faire. On précise bien sûr qu'aujourd'hui, comme on n'utilise pas de substances alimentaires, il est hors de question de faire ces petites bricoles dans de la vaisselle de cuisine ou qu'on va réutiliser pour l'alimentaire. Donc moi, j'ai utilisé uniquement de la récup. Donc pour mes tubes à essai, j'utilise à la place des étuis et des récipients à épices qu'on n'utilisera plus. Et j'ai récupéré différents flacons, voilà, des anciens produits vaisselle et autres, en tout cas uniquement de la récup et surtout pas de la vaisselle. Là, j'ai fait quoi? Alors en fait, dans ce flacon-là, j'ai mis de l'acide chlorhydrique tel qu'acheté en magasin. J'y ai mis le thermomètre. Alors pareil, c'est mon thermomètre de cuisine, donc je l'ai protégé en l'enfilant dans un doigt de gant caoutchouc. Voilà. Et je mesure la température. De l'autre côté, j'ai de la lessive de soude. Bon, on va voir ce que ça donne en versant l'un dans l'autre, avec toutes les précautions qu'il faut et en quantité pas trop importante. Voilà, alors on voit déjà clairement des petites fumées qui se forment. Je mets la hotte en route. Et on va voir l'évolution de température. Voilà, alors on voit que là, il y a un échauffement important. Là, je suis à plus de 50 degrés. Donc, c'est comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, c'est clairement signe qu'il y a eu une réaction chimique importante. Alors, à quoi servent les cruches d'eau? Si l'échauffement est trop important, avec risque de projection, moi je vais verser de l'eau dans ma bassine, histoire de refroidir tout ça. Voilà, j'ai quand même atteint 67 degrés et quelques. Donc échauffement relativement important. Donc cette expérience, pour vous redire ce qu'on a déjà dit lors d'une autre vidéo, on ne mélange jamais une base avec un acide, puisqu'il y a une réaction chimique entre les deux qui provoque un échauffement. L'échauffement parfois peut être tel qu'il y ait, vous l'avez vu tout à l'heure, des fumées, voire des projections, et donc c'est risqué. On ne le fait pas. Bon, on va revenir à notre sujet de base, maintenant les réactions entre l'acide et un métal. Alors première étape de la manipulation, c'est de diluer les solutions commerciales d'acide et de base. Donc pour retrouver à peu près les concentrations qu'on utilise en classe, pour l'acide, je vais diluer 80 g d'acide dans 500 ml d'eau, distillée de préférence. Alors pour verser proprement, j'ai mis ça dans un fond de bouteille où j'ai coupé une petite encoche pour faire un bec verseur. On peut aussi se bricoler en entonnoir. Vous remarquerez que j'ai déjà mis de l'eau dans le flacon. Alors pourquoi j'ai mis de l'eau dans le flacon à l'avance? Ça aussi, c'est une petite protection et une petite précaution. Je vous explique. Alors en fait, c'est très simple à comprendre. L'acide, c'est corrosif, donc c'est un méchant. D'ailleurs, la base aussi, substance corrosive, méchante. Alors que l'eau, un pH neutre, pas de ion responsable de quoi que ce soit. L'eau, parfaitement inoffensif.
Imaginons maintenant qu'au moment de diluer, je mette tout de suite l'acide dans le récipient et j'ajoute l'eau après. Au moment où j'ajoute de l'eau, ben, je vais avoir ça. Donc imaginez-vous une majorité de méchants avec très peu de gentils qui arrivent. Ben, en gros, ici, ben, il risque d'y avoir une réaction chimique violente et des projections. Par contre, si je mets de l'eau à l'avance et que je rajoute de l'acide après, ben, au moment où je commence à verser l'acide, ben, le méchant acide se retrouve minoritaire et ça fait quand même beaucoup moins de dégâts. C'est un peu la même histoire avec la base. Si je mets d'abord la soude concentrée, je rajoute l'eau après, au moment où je mets les premières gouttes d'eau, eh bien, je me retrouve avec une minorité d'eau dans beaucoup de substances corrosives. Risque de réaction, projection. Alors que si j'ai mis de l'eau au départ à l'avance, au moment où je verse la soude, eh ben, elle se retrouvera minoritaire. Voilà. Donc c'est un petit moyen mémotechnique, mais je crois que c'est assez clair. Donc, règle du jeu, jamais d'eau dans l'acide, mais toujours l'acide dans l'eau. Bon voilà, je reviens à mes petits moutons. Donc on disait verser l'acide dans l'eau. Donc j'ai mis tard et je verse jusqu'à obtenir 80 grammes sur ma balance. Voilà, c'est fait. J'ai complété avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Alors un petit mot rapide, comment j'ai fait mon trait de jauge? J'ai vérifié mes 500 ml en mettant le flacon vide sur la balance, tard, et puis ensuite j'ai rempli jusqu'à obtenir 500 g d'eau, puisque 500 ml d'eau pèse 500 g. Voilà, on agite tout ça, et on fait la même chose pour la soude. Bien, même principe pour la soude, donc récipient de récup, j'ai préparé mon trait de jauge et j'ai déjà mis de l'eau dedans. Alors, pour avoir la concentration utilisée au collège, là il faut que je mette environ 65 g de lessive de soude dans l'eau, comme tout à l'heure. Voilà, j'ai maintenant 65 g de lessive de soude, je vais un petit peu dépasser, je complète mon arme avec de l'eau jusqu'au trait, j'agite et j'aurai ma solution de soude. Voilà, c'est fait. Alors pour verser proprement, ce qui est pratique, c'est une petite bouteille d'eau d'où on a percé les petits trous, ou un seul, c'est bien aussi. Donc au début, pour verser la grande quantité d'eau, on verse comme habituellement avec une bouteille, et ensuite, pour finaliser, faire ça proprement à la fin, on peut verser à travers le petit trou, et c'est relativement précis. Dernière précision avant de passer à la suite, les récipients, lorsqu'on verse l'acide et la soude, soit on prend le même récipient mais on le rince bien entre les deux usages, soit on se fait deux récipients différents. Pour la balance, comme c'est la balance de cuisine, je l'avais protégée avec un film cellophane. Bien, retour dans le vif du sujet. Alors, j'ai maintenant mis dans deux petits récipients de l'acide chlorhydrique dilué. Donc dans l'un, je vais y mettre un petit bout de laine d'acier ou paille de fer. J'essaie de pas trop la compacter. Et dans l'autre, je vais mettre un morceau de papier aluminium. Voilà. Bien. Après quelques minutes, il se passe quoi? Alors, parfois on distingue quelques petites bulles sur l'aluminium, mais pas tout de suite. Et là, il se passe un peu pas grand-chose. Et sur la surface de la paille de fer, on distingue quelques petites bulles. On a l'impression qu'il se fait une petite effervescence. Mais j'avoue que là, chez moi, il est même relativement paresseux. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Bon, je vous entends ici me dire, même pas drôle. Bon, on va essayer de faire plus marrant alors. Alors, j'ai refait la même chose. Mais ce coup-ci, dans les deux flacons à l'avant, j'ai pris la solution commerciale concentrée de l'intérieur de la bassine. J'ai préparé à l'avance la paille de fer et un petit bout d'aluminium qu'on va maintenant mettre dans les récipients. Une fois et de deux. Alors, les réactions peuvent ne pas être immédiates, parce qu'en fait, effectivement, il faut d'abord que l'acide ronge éventuellement les traces de corrosion sur le fer et ronge la couche d'alumine qui protège l'aluminium. En tout cas, on voit que pour le fer, pas mal de petites bulles. Pour l'aluminium, je crois qu'on va allumer la hotte, parce que là, ça commence à sérieusement démarrer. Voilà.
Alors l'aluminium, c'est un traître, il faut s'en méfier. Hein. Au début, on a l'impression qu'il se passe rien, mais après, ça peut partir très violemment et ça peut très vite partir en sucette. Donc moi, je me méfie plus de l'aluminium là que du fer. Voilà, voilà, il est parti. Alors, j'ai pas remis le thermomètre ici, mais très grosse élévation de température, donc du coup, moi, j'ai à nouveau la cruche d'eau près de moi. Si ça devait dégénérer, on refroidit le tout avec de l'eau froide. On va remettre un bout d'aluminium et on va voir une chose, c'est que maintenant que le milieu réactionnel, on l'appelle comme ça, est chaud, ben, la réaction va démarrer beaucoup plus rapidement. Avant, on a dû attendre un petit peu. C'est reparti de plus belle. Pas mal de vapeur qui se forme, d'où la haute. Pour le fer, il y a pas mal d'effervescence aussi. Pour ce qui est de l'aluminium, je me tiens prête. Voilà, réaction très très vive. Voilà, ça risque de déborder. Donc, je refroidis un petit peu pour éviter de se prendre des projections. Un petit mot sur l'autre échantillon derrière. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais attention, on se méfie de l'eau qui dort, parce qu'en fait, simplement comme l'acide est moins concentré, il va mettre plus de temps à ronger la couche d'alumine qui est sur l'aluminium, mais une fois que ça sera fait, la réaction chimique aussi, elle démarre au quart de tour. Donc, on peut se laisser surprendre, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, et tout d'un coup, ça peut être très brutal. J'ai rajouté un morceau d'aluminium là-dedans, donc là, c'est reparti de plus belle. Pendant ce temps, j'essaye un tant soit peu de boucher l'autre tube pour essayer de récupérer le gaz formé. Alors ça ne va pas marcher aussi bien que ce qu'on fait en classe, habituellement on le fait avec des bouchons sur un tube à essai. Bon, on va voir si ça marche, j'y crois pas trop, mais tentons le coup. En tout cas, là, on a une belle éruption de nouveau dans le tube contenant l'aluminium. Alors pourquoi essayer de récupérer le gaz? Pour essayer de l'identifier. Alors déjà, on réfléchit un peu. Vu ce que j'ai au départ dans mes réactifs, est-ce que le gaz formé peut être du dioxygène, du dioxyde de carbone? C'est quand même peu probable. Hein. Il n'y a pas de composant carbone au départ. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On avait des ions hydrogène dans l'acide. Et il s'avère qu'il se transforme en gaz dihydrogène, et celui-là on peut l'identifier en fait en l'enflammant. Donc je dis à Chris qui s'est supposé se passer en classe, ici je suis pas sûre du tout que ça marche, je pense même que non. En fait le dihydrogène est hautement inflammable, donc quand on essaye de l'enflammer en l'ayant concentré un peu, ça fait une petite détonation bien caractéristique. On va tenter le coup, mais j'y crois pas. Non, ça ne marche pas vraiment. Je tente le coup avec l'aluminium. Ah, il y a eu un léger petit souffle. Ah. Je ne sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo, mais on a eu un petit souffle quand même. Hein. On n'a pas eu la grosse détonation aiguë, mais le gaz que j'ai un peu concentré, il s'est bien enflammé. Alors ces expériences, je les avais déjà faites avant-hier. Et du coup, j'ai gardé mes échantillons. Donc là, derrière, les versions avec l'acide dilué, avec le fer. Alors, on voit encore quelques petites bulles accrochées, mais pas grande observation. Avec l'aluminium. Et comme vous le voyez, il n'y a plus d'aluminium. Donc, il s'est mis à réagir violemment. Je vous avais dit qu'il fallait s'en méfier de celui-là. Et puis, il y a les versions concentrées. Donc, voici ce qui reste de la paille de fer. On voit clairement qu'il n'y a plus de paille de fer et bizarre. La solution a pris une coloration verdâtre, jaunâtre. Et voici ce qui reste de ma expérience avec l'aluminium. Alors ici c'est très chargé, très gris parce qu'en fait j'ai mis beaucoup d'aluminium. J'ai reproduit l'expérience 6-7 fois jusqu'à ce que ça ne réagisse quasiment plus. Donc j'ai vraiment mis en excès. Et vu la quantité d'aluminium que j'y ai mis, il ne reste pas grand chose. Alors, que s'est-il passé pendant cette réaction? On voit déjà clairement que le métal disparaît, il se forme du gaz d'hydrogène, et puis quoi d'autre?
et ben on va déjà vérifier ce qui se passe avec l'acide. Alors pour vérifier la présence d'acide, ben, rien de mieux qu'un test de pH. Alors j'ai pris 2 types de papier pH et j'ai déjà testé avec ces papiers pH l'acidité de l'acide chlorhydrique commercial de départ. Ben, vu la couleur, je suis à pH 0, voire au-delà. Alors lui, je suis un peu limité parce qu'il ne mesure pas les pH 0. Ben, maintenant, ce que je propose de faire, c'est on va mesurer le pH avec les 2 sortes de papier pH de la nouvelle solution obtenue. Voilà, et je vais faire ça aussi pour le deuxième après rinçage. Voilà, c'est fait. Alors, pour l'échantillon avec le fer, c'est un peu moins net, mais pour l'échantillon où j'avais vraiment beaucoup d'aluminium NXC, la solution reste acide, mais si je regarde, la teinte a quand même changé. Ça se voit surtout avec ce papier pH. On est passé d'un pH plus faible que 1 à un pH, la couleur, je l'estime, correspondante à un pH entre 2 et 3. Donc certes acide, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Ça veut donc dire qu'il y a des ions hydrogène qui ont disparu. Et puis, il y a cette coloration quand même verdâtre qui m'intrigue, non? Ça vous rappelle rien? Si vous vous souvenez un petit peu ce qu'on a vu sur les ions, on a vu des solutions ioniques qui étaient colorées à cause de certains ions. Et si vous recherchez dans vos archives, les solutions contenant des ions fer sont verdâtres. Alors, il y a 2 sortes d'ions fer, fer 2, fer 3. Alors, c'est lequel? Alors, j'en ai prélevé un peu dans un nouveau récipient. J'ai fait la même chose ici. J'ai dilué un petit peu avec de l'eau. Et si vous vous souvenez bien, pour détecter des ions de type métallique, il existait un test qu'on a vu en classe, le test à la soude. Donc on va rajouter un peu de soude. Et là, justement, c'est très pratique ce récipient produit vaisselle parce que on va pouvoir verser proprement. Alors au début, ça n'apparaît pas trop parce qu'évidemment, il y a encore de l'acidité, donc réaction entre les deux. Mais rapidement, oh, le beau précipité vert. Et bien, si je me souviens bien, le précipité vert, il détecte les ions fer. Les ions fer 2. Il y a donc présence ici, dans cette solution, d'ions fer 2. Fe2+, ils se sont manifestement formés, puisque je ne les ai pas mis là au début. Et l'autre échantillon, alors? Est-ce qu'il peut y avoir des ions fer? Probablement pas, puisque j'ai mis de l'aluminium et pas du fer au départ. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, il n'est pas très net, mais j'ai un espèce de trouble blanc. Je pense qu'ici, il faut un petit peu continuer. Or, trouble blanc, précipité blanc, on l'avait vu pourquoi. Alors certes pour les ions chlorure, mais ça c'était avec le nitrate d'argent. Sinon on avait vu précipité blanc avec les ions zinc. Ici on ne voit pas d'où il viendrait, puis ça donne un précipité plus gélatineux. Et le précipité blanc plus diffus, c'était les ions aluminium. J'ai laissé un peu reposer et rajouté un peu de soude. Là on le voit quand même un petit peu mieux le précipité. Il est tombé au fond de mon récipient. Il y a un type d'ion qu'on n'a pas pu détecter dans l'histoire, il faudrait nitrate d'argent, ça j'ai pas sous la main. Il s'avère que les ions chlorure, qui étaient dans l'acide chlorhydrique de départ, ceux-là, on peut toujours encore les détecter grâce au nitrate d'argent, ils sont toujours là. Du coup, il s'est passé quoi? On a le métal, fer ou aluminium, qui a réagi avec l'acide chlorhydrique pour me donner du gaz d'hydrogène. La petite flèche en haut montre qu'il s'est dégagé. Et une solution, il reste des ions fer ou aluminium et des ions chlorure, donc du chlorure de fer ou du chlorure d'aluminium. Vous remarquerez qu'elle n'est pas équilibrée, l'équation. Voilà, mais les mêmes équations une fois équilibrées. En tout cas, une fois qu'elles sont équilibrées, on remarque quand même un truc. Il y a 2 fois des ions chlorure au début, 2 fois des ions chlorure à la fin. Pareil ici, 6 fois des ions chlorure, 2 fois 3, 6 fois à la fin. En gros, ils n'ont rien fait, ces ions-là. Ces ions-là, ce sont des ions dits spectateurs, ils n'ont pas du tout participé à la réaction, et du coup, je peux les éliminer de cette écriture. Une fois éliminés les ions chlorure qui, entre guillemets, ne font rien, on a des équations bilan dites simplifiées. On va se pencher sur la première pour comprendre ce qui se passe. Là, j'ai fait de la place. Alors attention, je préviens tout de suite, ce qui est dessiné en dessous, c'est pas du tout des écritures conventionnelles. Ça, c'est ma petite bidouille à moi. Donc, qu'est-ce que j'ai représenté? J'ai essayé de représenter ici un atome de fer. À la fin, je n'ai pas un atome de fer, j'ai un ion fer 2, c'est-à-dire un atome de fer qui a perdu 2 électrons, et donc je l'ai symbolisé par cette espèce de camembert qui aurait été croqué 2 fois. À côté de ça, au départ, j'ai des ions hydrogène. C'est quoi? C'est des atomes d'hydrogène à qui il manque un électron. J'ai représenté ça par des espèces de camembert croqués une fois. Si je regarde de près, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, l'atome de fer a cédé
des électrons à ces deux ions-là. Ils sont donc devenus des atomes, se sont mis ensemble et devenus du gaz d'hydrogène. Mais à côté de ça, le fer, lui, n'est plus un atome, il est devenu un ion. En fait, c'est un exemple de réaction chimique où il y a eu un transfert d'électrons entre les deux réactifs. Il s'est passé la même chose avec l'aluminium, sauf qu'effectivement, le métal aluminium a donné lieu à un ion aluminium, loi de conservation de la matière. Alors, est-ce que tous les métaux réagissent avec les acides? Eh bien non, la plupart. Alors, il y a déjà évidemment tous les métaux nobles qui, eux, ne réagissent pas aux acides, l'or, le platine, etc. À noter aussi que le cuivre non plus ne réagit pas. Alors lui, il réagit avec l'acide nitrique, mais ça, c'est la petite expérience qu'on avait fait une fois en classe, et c'est un autre type de réaction. Ces expériences vous expliquent aussi pourquoi des canettes en aluminium contenant par exemple du soda doivent être recouvertes à l'intérieur d'un vernis. Ben oui, la plupart des sodas étant acides, bien sûr pas autant que mon acide chlorhydrique commercial, et à force il peut y avoir une interaction entre la canette et le soda. Ça serait dommage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors si vous voulez reproduire ces expériences, bon amusement, mais surtout, soyez prudents. À bientôt.